Une seule phrase, prononcée dans une langue qu'il pensait être son arme secrète, était sur le point de faire voler en éclats l'empire d'arrogance d'un milliardaire. Dans la salle à manger feutrée, drapée de velours, de l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, un homme dont la fortune dépassait celle d'un petit pays décida de se moquer de la personne qui le servait. Il se pencha vers sa magnifique compagne, un sourire cruel aux lèvres, et murmura une insulte méprisante en arabe, certain que c'était un code que personne d'autre ne pouvait déchiffrer. Il avait tort. La serveuse, une femme qu'il avait jugée invisible, était sur le point de devenir la personne la plus importante de sa vie. L'air à l'écrin, un sanctuaire 3 étoiles au guide Michelin niché au cœur de Saint-Germain-des-Prés, était différent. Il était plus rare, plus pur, et sentait subtilement l'argent, le safran et le privilège. Pour Elara Vance, c'était l'odeur de la survie. À 27 ans, sa vie avait été scindée en deux moitiés distinctes, irréconciliables, l'avant et le maintenant. Le maintenant, c'était le tablier blanc amidonné qui lui irritait la peau, la douleur constante dans la voûte plantaire et le sourire serein et exercé qui ressemblait à un masque durcissant sur son visage. Elara était douée pour son travail, exceptionnellement douée. Elle se déplaçait entre les tables avec une grâce fluide qui démentait son épuisement. Elle connaissait par cœur la carte des vins, un tome relié en cuir plus épais que la plupart des romans. Elle pouvait anticiper le besoin d'eau d'un client avant lui, décrire l'architecture complexe d'une dorade déstructurée avec une précision poétique et gérer les cruautés désinvoltes des ultra-riches avec une diplomatie qui aurait rendu son père fier. Son père, le professeur Alistair Vance. La pensée de lui était une douleur sourde et persistante derrière ses côtes. Dans l'avant, il avait été son monde. Historien et diplomate de renom, sa spécialité était le Levant. Son enfance ne s'était pas déroulée dans les terrains de jeu parisiens et les uniformes d'école. C'étaient les cours baignés de soleil de Damas, les souks animés de Beyrouth, l'odeur du café à la cardamome et des manuscrits anciens. Sa première langue après l'anglais n'avait pas été le français ou l'espagnol, mais l'arabe riche et lyrique des érudits syriens, des poètes et des vendeurs de rue qui lui gardaient les figues les plus sucrées. Ce monde s'était évanoui dans une tempête de feu, de politique et de trahison, la laissant orpheline, sans le sou et échouée dans une ville qu'elle connaissait à peine. La seule relique de cette vie était un petit médaillon en argent qu'elle portait sous son uniforme, contenant une minuscule photo délavée de ses parents souriant dans leur jardin en Syrie, des vignes de jasmin grimpant sur le mur derrière eux. C'était un rappel de qui elle était, ou du moins de qui elle avait été. Elara Vance, fille d'Alistair Vance, pas seulement la serveuse numéro 12. La soirée était particulièrement éprouvante. Un oligarque russe s'était plaint que son Dom Pérignon n'était pas assez frais. La femme d'un magnate de la technologie avait renvoyé son risotto au homard 3 fois, affirmant que les micro-pousses étaient disposés avec une énergie négative. Elara avait maintenu son sourire serein à travers tout cela, son esprit une forteresse de calme. Puis il est entré. Il n'a pas simplement pénétré dans la pièce. Il l'a conquise. Le faible bourdonnement des conversations s'est estompé alors que les têtes se tournaient. C'était Damien Alfaïd, un nom qui résonnait comme un coup de tonnerre dans le monde de la finance et de la technologie. Il était un self-made man, impitoyable et notoirement mercurial. Son histoire était légendaire. Un immigrant sans le sou du Moyen-Orient qui s'était frayé un chemin jusqu'au sommet, construisant un empire technologique mondial à partir de rien. Il était beau d'une manière sévère, avec des yeux vifs et intelligents, une mâchoire qui semblait taillée dans le granit et une aura d'énergie contenue et impatiente. Son costume était un chef-d'œuvre sur mesure en soie bleu nuit, qui coûtait probablement plus que le salaire annuel d'Elara. À son bras se trouvait Solène, un mannequin dont le visage ornait une douzaine de couvertures de magazines. Elle était d'une beauté époustouflante et d'un ennui exquis, un accessoire parfait à son pouvoir. Le maître d'hôtel, M. Dubois, un homme qui se targuait de son imperturbabilité, s'est presque prosterné en les conduisant à la meilleure table du restaurant. La table 7, nichée dans une alcôve isolée avec une vue panoramique sur les lumières de la ville. C'était dans la section d'Elara. Une secousse d'appréhension la traversa. Elle avait servi des clients difficiles, des clients célèbres et des clients exigeants. Mais Damien Alfaïd était différent. Il n'était pas juste un client. Il était une force de la nature, et sa réputation d'éviscérer nonchalamment le personnel de service le précédait. « Respire profondément, Elara », se murmura-t-elle en lissant son tablier. Il enfile son pantalon hors de prix une jambe à la fois, comme tout le monde. Elle prit 2 menus et se dirigea vers la tempête. « Bonsoir, monsieur Alfaïd, mademoiselle », dit Elara, sa voix calme et égale. Elle posa les menus sur la table sans un tremblement dans ses mains. « Je m'appelle Elara et je serai votre serveuse ce soir. Puis-je commencer par de l'eau pour la table? Nous avons une eau plate des Alpes ou une eau pétillante italienne. » Damien ne la regarda même pas. Il faisait défiler quelque chose sur son téléphone, son pouce se déplaçant par gestes vifs et décisifs.
pétillante, et apporter la carte des vins. Il la congédia d'un revers de la main, ses yeux ne quittant jamais l'écran. Solène examinait son reflet dans le dos d'une cuillère. Et Lara sentit la piqûre familière d'être rendue invisible, un objet fonctionnel plutôt qu'une personne. Elle revint avec l'eau et la lourde carte des vins. Damien avait enfin rangé son téléphone et étudiait le menu avec une expression de profonde insatisfaction, comme si celui-ci l'avait personnellement offensé. Le sommelier, Jean-Pierre, serait ravi de vous offrir ses recommandations, proposa doucement Lara. Damien leva enfin les yeux vers elle. Ils étaient perçants, froids et dédaigneux. Je doute que votre sommelier sache ce que j'aime. Je prendrai le Château Margaux, 1982. Voyez si vous pouvez le trouver sans vous perdre. C'était un test. Le Margaux 82 était l'un des vins les plus chers et les plus recherchés de la carte, une bouteille silencieuse à 15 000 €. C'était aussi une déclaration. Il ne commandait pas seulement du vin. Il établissait sa domination. Un excellent choix, monsieur, répondit Lara, son masque professionnel fermement en place. Je vais le faire décanter pour vous immédiatement. Elle alla chercher la bouteille à la cave, sa main stable lorsqu'elle la lui présenta. Il fit un signe de tête désinvolte et la renvoya d'un geste. Le repas entier se déroula de cette manière. Il était sec, arrogant et semblait prendre plaisir à formuler de petites exigences condescendantes. Il la questionna sur la provenance des coquilles Saint-Jacques, le processus de maturation du bœuf, la variété spécifique d'olive utilisée dans l'huile. Et Lara répondit à chaque question sans faille, sa voix un lac placide de professionnalisme. À l'intérieur, cependant, une colère lente commença à couver. Il n'était pas seulement un client exigeant. C'était un tyran. Il utilisait son pouvoir et sa richesse pour la faire se sentir petite, pour lui rappeler sa place. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva au dessert. Solène avait commandé la panna cotta au safran. Damien prit une petite bouchée de son assiette. Il mâcha pensivement un instant, puis reposa la cuillère avec un léger déclic. Il regarda Solène, un sourire complice jouant sur ses lèvres. Il allait se donner en spectacle pour elle. Il se pencha près d'elle, croyant qu'ils étaient dans une bulle privée de richesse et de privilèges, et parla dans un arabe bas et guttural. C'était le dialecte de la rue de sa jeunesse, rue des Tranchants. Ati al-Fata al-Maskina la Yumkinua al-Tafbain al-Zaefaran al-Kurkuma. Le monde s'arrêta. Pour Lara, le son de cette langue, parlé de cette manière, fut comme une clé tournant dans une serrure longtemps fermée dans son esprit. Chaque mot était d'une clarté cristalline, un éclat de verre dans ses entrailles. Cette fille pathétique ne peut probablement même pas faire la différence entre le safran et le curcuma. Il fit une pause, puis ajouta un dernier mot, un poignard verbal destiné à la priver de toute humanité. Adiri al-Kawata, ya Falaha. Apporte le café, paysanne. Falaha. Paysanne. Le mot résonna dans les chambres silencieuses de sa mémoire. C'était un mot qu'elle avait déjà entendu, craché par des hommes en colère dans les jours turbulents avant que sa famille ne fût la Syrie. Un mot utilisé pour dépouiller les gens de leur dignité, pour les réduire à de la poussière. Solène gloussa, un son tintant et vide. Damien sourit, satisfait de sa petite blague cruelle. Il leva les yeux vers Lara, s'attendant à voir la même servante placide et souriante qui avait enduré sa condescendance toute la soirée. Ce ne fut pas le cas. Le masque était tombé. Le sourire serein avait disparu, remplacé par une expression d'une immobilité glaciale et profonde. Ses yeux bleus, qui avaient été professionnellement neutres quelques instants auparavant, brillaient maintenant d'une lumière qu'il ne pouvait comprendre. Elle se tenait parfaitement droite, sa posture rayonnant d'une dignité qui semblait totalement déplacée avec son uniforme. Le temps sembla ralentir, le cliquetis de l'argenterie des autres tables s'estompant en un bourdonnement sourd. Le sourire narquois de Damien vacilla, une lueur de confusion dans ses yeux. Il vit quelque chose dans son regard, une lueur d'histoire partagée, de sables anciens et de dynasties oubliées. Cela n'avait aucun sens. Et Lara prit une petite inspiration délibérée. Quand elle parla, sa voix était calme, mais elle trancha le bruit ambiant du restaurant comme une lame de diamant. Elle ne répondit pas dans le dialecte grossier qu'il avait utilisé. Elle répondit en arabe classique impeccable, la langue des poètes, des érudits et des rois, la langue que son père lui avait enseignée. Al-Sabre Mifta al-Faraj, Walizan al-Hakim Afdal Lilinsan, Saïdi. Damien al-Faïd se figea. Son verre de vin, à mi-chemin de ses lèvres, s'arrêta net dans les airs. Son visage, il y a un instant une toile d'arrogance suffisante, était maintenant un masque de choc pur et sans mélange. Sa mâchoire tomba. Le sang quitta son visage, le laissant pâle sous son bronzage. Il comprenait chaque syllabe parfaitement articulée.
La patience est la clé du soulagement, et une langue sage est le meilleur ami de l'homme, monsieur. J'apporterai votre café tout de suite. Ce n'était pas seulement une réponse. C'était une leçon, un proverbe délivré avec l'aplomb d'une reine, réprimandant doucement sa grossièreté avec une sagesse élégante. Elle avait non seulement compris son insulte, mais elle s'était élevée au-dessus, l'avait humilié par sa grâce et avait exposé sa muflerie dans toute sa vulgarité. Le silence à la table 7 était absolu. Solène regardait alternativement l'un et l'autre, le front plissé de confusion, ne comprenant pas la langue, mais sentant le changement sismique de pouvoir. Damien fixait Elara, son esprit chancelant. Qui était cette femme? Ou une serveuse à Paris avait-elle appris à parler l'arabe des anciennes cours? Elle l'avait appelé Saïdi, monsieur. Mais le mot dans sa bouche avait semblé moins un terme de respect qu'un jugement prononcé par un juge. D'un signe de tête silencieux, Elara se tourna et s'éloigna vers le poste à café, le dos droit, s'épalant. Elle laissa derrière elle un milliardaire, totalement, complètement et dévastateur silencieux. Le trajet de la table 7 à l'office ressemblait à une marche d'1 kilomètre à travers un désert. Les jambes d'Elara étaient étrangement engourdies, ses mains tremblaient légèrement. L'adrénaline de la confrontation la parcourait, chaude et vive. Elle l'avait fait. Elle avait enfreint la règle cardinale du service, ne jamais défier le client. Mais il avait enfreint une règle bien plus ancienne, ne jamais priver une personne de sa dignité. Elle prépara le service du café avec des mouvements automatiques et précis, son esprit un tourbillon. L'odeur du café torréfié ne fit pas grand-chose pour la calmer. Elle pouvait sentir les yeux de toute la salle sur elle, même s'ils n'étaient qu'imaginaires. L'incident avait été silencieux, un bang supersonique que seul Damien Alfaïd pouvait entendre. Mais ces ondes de choc étaient palpables. Léo, un serveur au grand cœur qui était devenu son ami le plus proche à l'écrin, l'intercepta près de la machine à expresso. « Et Lara, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. Qu'est-ce que ce tyran de la table 7 t'a dit? » « Rien que je ne puisse gérer, » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Dubois se dirige vers là-bas maintenant. Il a l'air sur le point d'avoir une crise cardiaque, murmura Léo en hochant la tête vers la salle à manger. Et Lara jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Effectivement, M. Dubois glissait vers la table 7, son visage un masque de placation anxieuse. Elle le regarda se pencher, murmurant des excuses. Mais Damien Alfaïd ne regardait pas le directeur. Ses yeux, sombres et intenses, étaient fixés sur elle, suivant chacun de ses mouvements à travers la pièce. L'arrogance avait disparu, remplacée par un regard de curiosité brute et frénétique. C'était le regard d'un homme dont toute la vision du monde venait d'être bouleversée. Elle prit le plateau de café et entama la longue marche de retour. Chaque pas était une bataille. Ses jambes voulaient faire demi-tour et courir, se cacher dans la salle du personnel jusqu'à la fin de son service. Mais la partie d'elle qui était la fille d'Alistair Vance, la partie qu'elle avait gardée cachée si longtemps, la poussait en avant. Elle finirait son travail. En s'approchant de la table, elle vit Damien congédier M. Dubois d'un geste impatient. Solène avait maintenant l'air ouvertement hostile, sa soirée parfaite gâchée par un drame qu'elle ne comprenait pas et Lara posa les tasses à café sur la table d'une main ferme. Elle versa le liquide sombre et parfumé dans la porcelaine fine. Le silence était si épais qu'elle pouvait le sentir pressé sur sa peau. Laissez. La voix de Damien était un grognement sourd. Elle était rauque, tendue. Et Lara arrêta de verser et se redressa, rencontrant son regard. « Je veux savoir qui vous êtes, » dit-il, sa voix à peine un murmure, mais chargée d'une intensité plus intimidante que ses cris précédents. « Pas votre nom sur le badge. Qui vous êtes? » Solène ricana. « Damien, pour l'amour du ciel, c'est une serveuse. Partons, c'est tout. Tu fais une scène. »« Tais-toi, Solène, » lança-t-il sans quitter Lara des yeux. Le renvoi fut si sec, si absolu que Solène recula physiquement comme si elle avait été frappée. Le cœur d'Elara battait à tout rompre. « Je suis votre serveuse, monsieur. Y a-t-il autre chose que je puisse vous apporter ?» Elle essaya de se réfugier dans la sécurité de son rôle, mais il ne la laissait pas partir. « Non, vous n'êtes pas seulement une serveuse, » insista-t-il. Le dialecte que vous avez utilisé, le proverbe, c'était du classique, pur. Où avez-vous appris cela? C'était le moment. Le moment qu'elle avait redouté et, d'une manière étrange, désiré. Le moment où ces deux mondes, l'avant et le maintenant, allaient entrer en collision. « Je l'ai appris il y a longtemps, monsieur. Dans un endroit très loin d'ici, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Je veux un nom, » pressa-t-il. « Un vrai nom. » Avant qu'elle ne puisse répondre, M. Dubois réapparut, le visage pâle de stress. « Monsieur Alfaïd, tout va bien?
Peut-être mademoiselle Vance peut-elle être réaffectée pour le reste de votre repas. Vance. La tête de Damien se releva d'un coup. Ses yeux se plissèrent, le nom suspendu dans l'air entre eux. Il le répéta lentement, goûtant les syllabes. Vance. Il la fixa, une horreur et une incrédulité naissantes se disputant le contrôle de ses traits. C'était comme s'il la voyait pour la première fois, l'uniforme de serveuse se dissolvant pour révéler le fantôme de quelqu'un d'autre en dessous. Il scruta son visage, les pommettes hautes, les yeux intelligents, le port fier de sa mâchoire. Alistair Vance, murmura Damien, le nom un fantôme sur ses lèvres. Était-ce votre père? Était-il le professeur Alistair Vance? Le sol se déroba sous les pieds d'Elara. Comment cet homme, ce milliardaire cruel et arrogant, pouvait-il connaître le nom de son père? La connexion était impossible, une absurdité statistique. Elle ne put cocher la tête, le mouvement petit et raide. La réaction fut instantanée et terrifiante. Damien Alfaïd, le titan de l'industrie, l'homme qui faisait bouger les marchés d'un seul mot, repoussa sa chaise si violemment qu'elle grinça contre le sol en marbre et faillit basculer. Il se leva, le visage cendré, les mains tremblantes. « Oh mon Dieu !» souffla-t-il, les mots étranglés. Il ne la regardait plus. Il regardait à travers elle, vers un souvenir d'une autre vie. Il recula d'un pas, les yeux écarquillés d'une honte longtemps enfouie. « Monsieur Alfaïd !» s'écria Monsieur Dubois, alarmé. Damien l'ignora. Il se tourna vers Elara, la voix brisée. « Je dois vous parler. Maintenant. Pas ici. En privé. » Ce n'était pas une demande. C'était un appel désespéré, brisé. Tout le restaurant les regardait maintenant ouvertement, la prétention d'ignorer le drame complètement abandonné. Elara regarda cet homme puissant, maintenant complètement anéanti, et ne vit pas un milliardaire, mais un garçon effrayé. Contre son meilleur jugement, contre chaque instinct de conservation qu'elle avait affiné au cours des 5 dernières années, elle se retrouva à hocher la tête à nouveau. « D'accord, » dit-elle. « Après mon service. »« Non, » dit-il en secouant la tête, un regard sauvage dans les yeux. « Maintenant. » Le bureau de Monsieur Dubois était une pièce exiguë et sans air qui sentait le fumet de cigare froid et le produit à polir au citron. On s'y sentait comme dans une cage. Damien Alfaïd arpentait le petit espace tel un fauve, son costume sur mesure semblant absurdement déplacé au milieu des classeurs et des piles de carnets de réservation. Solène avait été congédiée et renvoyée chez elle dans sa voiture, une humiliation silencieuse et furieuse. Elara se tenait près de la porte, son tablier retiré, mais toujours dans son uniforme noir et blanc. Elle avait été sommairement dispensée de son service, un événement sans précédent qui laissa le personnel du restaurant en effervescence, en proie aux spéculations les plus folles. Monsieur Dubois avait accepté à contre-cœur de leur prêter son bureau, son visage un mélange de terreur et de respect craintif face à l'insistance de Damien. Après plusieurs minutes de silence angoissant, Damien cessa enfin de faire les 100 pas et lui fit face. Le titan avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui avait l'air hanté, son visage gravé d'une douleur si profonde qu'elle semblait le vieillir de 10 ans. « S'il vous plaît, » dit-il d'une voix rauque. « Asseyez-vous. » Il désigna le fauteuil en cuir usé derrière le bureau du directeur. Elle resta debout. Il passa une main dans ses cheveux, un geste de profonde agitation. « Vance. » Je n'arrivais pas à le croire. Quand il a dit le nom. « Mais votre visage. Vous avez les yeux de votre mère, mais la mâchoire de votre père. J'aurais dû le voir. Comment connaissiez-vous mon père ?» La voix d'Elara était stable, en contraste frappant avec le tumulte intérieur. Damien laissa échapper un rire creux et amer. « Le connaître? Le professeur Alistair Vance? Il m'a sauvé la vie. » Le sang-froid soigneusement construit d'Elara se fissura enfin. « Quoi? C'est impossible. Mon père était historien, diplomate. » « Il n'était pas. Il ne m'a pas sorti d'un bâtiment en flammes, » l'interrompit Damien, la voix chargée d'émotion. « Il a fait quelque chose de plus important. Il m'a donné un avenir alors que je n'en avais aucun. Il a vu une personne là où tout le monde ne voyait que de la racaille des rues. » Il s'affaissa dans le fauteuil visiteur, l'immense énergie qu'il avait définie semblant s'évanouir, le laissant affaler hélas. Il regardait le sol en parlant, comme s'il avait trop honte pour croiser son regard. « Je ne suis pas né Damien Alfaïd, le milliardaire. C'est un nom que j'ai construit, une armure que j'ai forgée. Je suis né Tarek Haddad, dans un bidonville à la périphérie de Damas. Ma famille n'avait rien. Mon père était manœuvre, ma mère faisait le ménage chez les riches. J'étais intelligent, mais nous n'avions pas d'argent pour les livres, pour une scolarité correcte. Mon avenir était le même que celui de mon père. Une vie à me casser le dos pour des clopinettes. » Elara écoutait, immobile,
son esprit luttant pour réconcilier l'homme en face d'elle avec l'histoire qu'il racontait. J'avais 15 ans, continua-t-il. Je me faufilais dans la bibliothèque de l'Institut culturel de Damas, juste pour lire, pour toucher les livres. C'était un palais pour moi. Un jour, le bibliothécaire en chef m'a attrapé et était sur le point de me jeter dehors, d'appeler la police. Il a dit que j'étais un voleur. Et c'est là que votre père est intervenu. Il fit une pause, déglutissant difficilement. Le professeur Vance était là, pour ses recherches. Il a tout vu. Il a arrêté le bibliothécaire. Il m'a demandé mon nom. Il m'a demandé ce que je lisais. C'était un livre sur l'informatique, de toutes choses. Ancien selon les normes d'aujourd'hui, mais pour moi, c'était de la magie. Il a vu la faim dans mes yeux. Il n'a pas vu un gamin des rues sales. Il a vu un esprit. Un souvenir lointain et brumeux fit surface dans l'esprit d'Elara. Son père rentrant pour le dîner, parlant d'un garçon brillant qu'il avait rencontré à l'Institut. Un garçon avec un intellect féroce et un feu désespéré au ventre. Il a parlé au bibliothécaire. La voix de Damien était à peine un murmure maintenant. Il a fait en sorte que j'aie une carte de bibliothèque. Mais il a fait plus. Il me rencontrait chaque semaine. Il m'apportait des livres en anglais, pour que je puisse apprendre la langue de la technologie. Il écoutait mes idées. Il m'a dit que mon esprit était un cadeau, que l'endroit d'où je venais n'avait pas à être ma destination. Il m'a parlé de bourses, d'universités en Angleterre et en Amérique. Il a parrainé ma candidature pour une bourse à Cambridge. Il a écrit ma lettre de recommandation lui-même. Il m'a appelé sa découverte la plus prometteuse de toute la Syrie. Cette lettre a été le fondement de toute ma vie. Elle m'a fait sortir. Elle m'a tout donné. Il leva enfin les yeux et Elara vit des larmes perler dans ses yeux sombres. J'ai eu la bourse, dit-il, la voix brisée. Je suis venu à Paris avec 50 € en poche et une lettre de votre père. Je lui ai promis que j'écrirais. Je lui ai promis que je le rendrais fier. Je lui ai promis que je reviendrais un jour et que je le rembourserais. Il enfouit son visage dans ses mains. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis arrivé à l'université et j'avais tellement honte de mon passé. J'ai changé de nom. J'ai travaillé comme un fou. J'ai coupé les ponts avec tous ceux qui connaissaient le garçon, Tarek Haddad. Je me suis dit que c'était pour survivre, pour m'intégrer. Puis l'argent a commencé à arriver, le succès. C'est devenu une addiction. J'ai construit cette forteresse de richesse autour de moi et je me suis convaincu que Damien Al-Faïd n'avait pas de passé, pas de dette. Il la regarda de nouveau, son visage un masque de dégoût de soi. La dernière fois que j'ai entendu parler de votre père, c'était aux informations. Une voiture piégée devant l'ambassade. J'ai vu sa photo, et j'ai ressenti un pincement au cœur, mais je l'ai enfoui. Je me suis dit que c'était une autre vie. Je me suis dit que le garçon qu'il connaissait était mort. Et ce soir, j'étais assis là, gras de mon succès, et j'ai regardé sa fille, son héritage, et je l'ai traitée de paysanne. Une seule larme silencieuse traça un chemin sur sa joue. Je suis devenu la chose même contre laquelle il luttait. L'arrogance, la cruauté de classe, tout ce qu'il m'a appris à dépasser. J'ai regardé la fille de l'homme qui a sauvé mon âme, et je lui ai jeté ma saleté à la figure. L'air dans le petit bureau était lourd du poids de sa confession. Et Lara sentit une vague de vertige. Son père, le doux érudit, avait sans le savoir été le mentor du garçon qui deviendrait ce titan impitoyable. La vie qu'elle avait perdue et la vie qu'il avait construite étaient entrelacées d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'insulte n'était plus seulement une insulte. C'était la trahison d'une histoire dont elle ignorait l'existence. La paysanne et le prince étaient des fantômes de la même rue oubliée de Damas. La confession flottait dans l'air, un air à vif, exposé. Et Lara se sentait comme si le sol s'était transformé en sable mouvant. Toute la colère qu'elle avait ressentie envers Damien, l'indignation vertueuse, commença à se dissoudre, remplacée par une vague d'émotions complexes et déroutantes. Il y avait de la pitié, oui, mais aussi une profonde et douloureuse tristesse pour le garçon qu'il avait été et pour l'homme en qui son père avait cru. Elle bougea enfin, s'enfonçant dans le fauteuil en face de lui. Elle pensa à son père, à sa croyance sans bornes, parfois naïve, en la bonté inhérente des gens. Il collectionnait les gens comme il collectionnait les livres rares. Il voyait de la valeur et de la beauté là où d'autres ne voyaient que poussière et décrépitude. Bien sûr, il aurait vu une étincelle chez un garçon pauvre et brillant dans une bibliothèque. « Il parlait de vous », dit doucement Elara. Les mots la surprirent elle-même. Il n'a jamais utilisé votre nom, mais il m'a parlé d'un garçon qu'il avait rencontré. Il disait qu'il avait un esprit comme un diamant, dur et brillant. Il disait, si le plus grand trésor d'un pays est son peuple, alors ce garçon est un roi en attente. Damien tressaillit comme s'il avait été frappé.
Il leva les yeux, son visage une ruine de regret. Il le croyait, affirma Elara. Mon père. Il croyait que l'éducation et la gentillesse étaient les seules vraies monnaies d'échange dans le monde. Il pensait qu'elles pouvaient tout résoudre. Elles n'ont pas pu le sauver, dit Damien, les mots lourds de culpabilité. Non, murmura Elara, la vieille blessure se rouvrant. Elles n'ont pas pu. Elle lui raconta alors l'après. Le chaos qui suivit l'attentat, les retombées politiques, comment son père, un diplomate étranger qui défendait les causes locales, avait été déclaré à titre posthume espion par un régime paranoïaque. Leurs avoirs furent gelés, leur maison saisie. Sa mère, le cœur brisé et perdu, décéda d'une maladie moins d'1 an plus tard. Elara, à seulement 22 ans, avait réussi à arriver à Paris avec rien d'autre qu'une valise et le médaillon autour de son cou. Elle découvrit que le nom prestigieux de son père signifiait peu sans ses relations ou son argent. Elle n'était qu'une autre orpheline, à la dérive dans une ville froide et indifférente. Elle avait pris le travail à l'écrin parce qu'il offrait un salaire hebdomadaire et l'anonymat dont elle avait besoin. Elle s'était cachée du monde, honteuse de sa chute, tout comme lui. Pendant qu'elle parlait, Damien écoutait avec une attention absorbée et horrifiée. Il n'entendait pas seulement une histoire tragique. Il était le témoin des conséquences directes et dévastatrices d'un monde qu'il avait abandonné. La bourse qui avait été son salut était, d'une manière terriblement indirecte, liée à la tragédie qui avait détruit sa vie. Son père était à Damas, un endroit qu'il aimait, mais un endroit qui était devenu une poudrière géopolitique, et cela l'avait consumé. Pendant que je construisais mon empire, dit Damien, la voix étranglée par la honte, vous serviez des hommes comme moi. Pendant que j'achetais des jets privés, la fille d'Alistair Vance nettoyait les sols et polissait l'argenterie. L'injustice pure et stupéfiante de la situation semblait l'écraser. Il était un homme qui se targuait de son contrôle, de sa compréhension de chaque variable, de sa maîtrise de chaque système. Mais voici une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser, un calcul moral qui était désespérément, catastrophiquement déséquilibré. « Je suis tellement désolé, Elara, dit-il, les mots inadéquats, pathétiques. Je suis tellement désolé. » Il utilisa son nom pour la première fois, et cela sonnait comme une prière. « Je ne veux pas de vos excuses, monsieur Al-Faïd, » dit-elle, sa voix gagnant en force. Elle n'était plus seulement une serveuse ou une victime dans cette pièce partageant cette histoire. Elle était à nouveau la fille de son père. Des excuses ne changent rien. Je sais, acquiesça-t-il immédiatement. Je sais que les mots n'ont aucun sens, surtout venant de moi. Il se leva et se dirigea vers la petite fenêtre, regardant les lumières scintillantes de Saint-Germain-des-Prés. C'était un monde qu'il avait conquis, mais depuis ce petit bureau miteux, il semblait étranger et vide. Quand j'étais ce garçon à la bibliothèque, commença-t-il, le dos toujours tourné, votre père m'a donné un livre. C'était un recueil d'essais du philosophe arabe Al-Kindi. Il y avait une ligne qu'il avait soulignée pour moi. Le chercheur de savoir est le plus noble des hommes, car le savoir est une lumière qui bannit les ténèbres de l'ignorance. Il se tourna pour lui faire face, ses yeux clairs pour la première fois, remplis non pas d'arrogance ou de honte, mais d'une nouvelle et féroce détermination. J'ai vécu dans les ténèbres pendant très longtemps, Elara. Des ténèbres que j'ai moi-même créées. Ce soir, vous avez allumé la lumière de votre père. Il prit une profonde inspiration, la décision déjà prise. Vous avez dit que des excuses sont dénuées de sens, et vous avez raison. L'action est la seule chose qui compte. Je ne peux pas vous rendre vos parents. Je ne peux pas vous rendre les années que vous avez perdues. Mais je peux vous aider à récupérer l'héritage de votre père. Et ce faisant, peut-être que je pourrai commencer à honorer le mien. Elara le regarda, sceptique. De quoi parlez-vous? D'une aumône? De la charité? Je ne veux pas de votre argent, monsieur Al-Faïd. Mon père m'a appris la dignité du travail, et vous l'avez honoré chaque jour, dit Damien avec une conviction qui l'a surpris. Ce n'est pas de la charité. C'est une correction. Un investissement. Une dette. Il se remit à arpenter la pièce, mais cette fois-ci, ce n'était pas avec agitation. C'était avec l'énergie électrique et créatrice de monde qui avait fait de lui un milliardaire. Les idées fusaient dans son esprit, des connexions se forgeaient. Ma société a une branche philanthropique, la Fondation Al-Faïd. Elle est énorme. Nous construisons des hôpitaux, finançons des écoles de technologie dans les pays en développement. C'est surtout de bonnes relations publiques, admit-il avec un éclair de son ancien cynisme. Mais l'argent est réel. L'infrastructure est réelle. Nous avons une division du patrimoine culturel qui, franchement, est sous-financée et sans direction. C'était ma tentative de me sentir connecté à un passé que j'essayais activement d'effacer. Il s'arrêta devant elle.
Je veux créer une nouvelle initiative indépendante sous l'égide de la Fondation. Nous l'appellerons le projet Alistair Vance ou la Fondation Vance, comme vous voudrez. Sa mission sera double. Premièrement, créer et financer des bourses, les bourses Alistair Vance, pour les étudiants doués du Levant, les amenant dans les meilleures universités du monde, tout comme il l'a fait pour moi. Deuxièmement, financer la préservation et la numérisation des textes et manuscrits historiques auxquels il a consacré sa vie, dont beaucoup risquent maintenant d'être perdus à jamais dans les conflits là-bas. Il était essoufflé, le plan jaillissant de lui, entièrement formé. Elle aura une dotation de plusieurs millions d'euros. Une dotation que je financerai personnellement, à partir de ce soir. Mais elle a besoin d'un leader. Quelqu'un qui comprend la mission jusqu'à la moelle. Quelqu'un d'une intégrité irréprochable. Quelqu'un qui parle la langue, connaît la culture et honore le nom. Elle a besoin de vous, et Lara. Et Lara le fixait, sans voix. L'ampleur de ce qu'il proposait était stupéfiante. C'était plus qu'une offre d'emploi. C'était la clé d'une porte qu'elle croyait soudée à jamais. C'était une chance de retourner dans le monde de son père, non pas en tant que sa fille endeuillée, mais en tant que gardienne de l'œuvre de sa vie. Moi, réussit-elle finalement à dire, je suis serveuse. Je n'ai aucune expérience dans la gestion d'une fondation. Vous êtes la fille d'Alistair Vance, rétorqua-t-il, sa voix résonnant de certitude. Vous avez un diplôme en études moyen-orientales de la Sorbonne, n'est-ce pas? Je me souviens que votre père m'avait dit qu'il espérait que vous suivriez ses pas, son choc s'intensifia. Comment saviez-vous cela? Je me suis fait un devoir de tout savoir sur lui à l'époque, dit Damien doucement. Vous avez l'éducation. Vous avez les compétences linguistiques. Vous avez le lien personnel. Vous avez l'autorité morale. Vous êtes plus qualifié pour diriger cela que n'importe qui au monde. Je fournirai l'argent, les avocats, les comptables, tout le soutien administratif. Vous fournirez la vision, l'âme. C'était une offre audacieuse, impossible, un conte de fées tissé dans un bureau miteux. Son esprit vacillait sous le poids des implications. Quitter l'écrin, quitter la vie d'invisibilité, entrer dans la lumière, dans une position de pouvoir et de responsabilité. C'était terrifiant. C'était exaltant. Pourquoi? Demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Pourquoi faire tout cela? Par culpabilité? Damien secoua la tête. La culpabilité est le début. C'est le catalyseur. Mais c'est pour quelque chose de plus. Pendant des années, j'ai mesuré ma vie en cours de bourse et en capitalisation boursière. J'ai construit un empire de 1 et de 0. Votre père a essayé de m'apprendre une autre sorte de richesse, un héritage bâti sur le savoir, sur l'élévation des autres. J'ai été un imbécile de ne pas écouter. Il ne s'agit pas seulement de soulager ma conscience. Il s'agit de devenir enfin l'homme que le professeur Alistair Vance pensait que je pouvais être. Il tendit la main. Ce n'était pas le geste d'un milliardaire envers une serveuse. C'était le geste d'un égal, d'un partenaire. Ne répondez pas maintenant, dit-il. Réfléchissez-y. Mais s'il vous plaît, aidez-moi à construire quelque chose de digne de son nom. Aidez-moi à construire quelque chose qui dure. Et Lara regarda sa main tendue. Elle pensa aux années de pieds endoloris, de sourires forcés, de sentiments d'être un fantôme. Elle pensa au livre de son père prenant la poussière dans un garde-meuble. Elle pensa au jardin de jasmin à Damas. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle s'autorisa à espérer. Le silence qui suivit sa proposition ne fut pas vide, mais rempli du poids de l'avenir, un futur si radicalement différent qu'Elara pouvait à peine l'envisager. L'odeur de citron et de cigare froid du bureau de M. Dubois semblait se dissiper, remplacée par l'odeur lointaine et imaginaire des vieux livres et de l'encre, l'odeur du bureau de son père. Elle regarda la main de Damien, une main qui avait signé des contrats valant des milliards, qui avait fait et défait des entreprises, et qui maintenant attendait sa décision. C'était une main qui avait tapé sur un clavier pour construire un empire, mais c'était aussi la main d'un garçon qui avait autrefois caressé la couverture d'un livre d'informatique dans une bibliothèque de Damas. L'intersection de ces deux réalités était vertigineuse. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-elle, et c'était la vérité la plus pure. Le chemin de sa vie s'était brusquement divisé, et les deux sentiers étaient à la fois terrifiants et irrésistibles. L'un était familier, une continuation de la survie discrète, de la douleur maîtrisée, de la sécurité dans l'anonymat. L'autre était un saut dans l'inconnu, un chemin pavé de l'argent d'un homme qui l'avait humilié, mais qui menait à un lieu d'héritage et de but qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Damien retira lentement sa main, comprenant son hésitation. « C'est trop, je sais. C'est soudain. Prenez votre temps, et Lara. Je ne vais nulle part. Voici ma carte personnelle. Mon numéro est dessus. Appelez-moi quand vous aurez décidé, de jour comme de nuit. »
Il la posa doucement sur le bureau, à côté d'une pile de menus de dessert. Le contraste était presque comique. Une carte de visite en papier cartonné épais, gaufrée d'un simple nom, Damien Alfaïd, et d'un numéro, posé sur une liste de panna cotta et de crème brûlée. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, la main sur la poignée. « Une chose encore, » dit-il, sans se retourner. « La première fois que j'ai rencontré votre père, après qu'il m'ait défendu contre le bibliothécaire, il m'a emmené prendre un café. J'étais en haillons, je n'avais probablement pas pris de douche depuis des jours. Il m'a traité comme un dignitaire en visite. Il m'a demandé mes rêves. Aucun adulte ne m'avait jamais demandé ça. C'était comme s'il m'avait donné la permission de rêver pour la première fois. Je lui ai dit que je voulais construire des choses qui relieraient le monde. Il a souri et a dit que c'était le rêve le plus noble qu'il ait jamais entendu. Il fit une pause, sa voix s'épaississant. Ce que je vous propose ce soir, ce n'est pas seulement pour lui ou pour vous. C'est pour ce garçon de 15 ans qui avait peur de rêver. Aidez-moi à honorer la permission qu'il m'a donnée. Et sur ces mots, il sortit, laissant Elara seule dans le bureau exigu, le silence assourdissant, son monde entier suspendu dans la balance. Elle resta assise pendant ce qui sembla une éternité, le regard fixé sur la carte de visite. Elle était un portail. Un portail vers une autre vie. Finalement, avec des doigts qui tremblaient encore, elle l'a pris. Le papier était lourd, la texture d'une qualité qu'elle n'avait jamais sentie. C'était un petit morceau du monde de Damien Alfaïd, un monde de pouvoir et d'influence sans limite. Pouvait-elle entrer dans ce monde sans se perdre? Pouvait-elle prendre son argent sans devenir une autre de ses possessions? La question la tourmenta alors qu'elle terminait mécaniquement les formalités de fin de service, ignorant les regards curieux et les chuchotements de ses collègues. En rentrant chez elle dans le dernier métro, serrée contre des étrangers fatigués, elle sentait la carte pressée dans sa paume. C'était à la fois un fardeau et une promesse. Les 3 mois qui suivirent la confrontation dans le bureau de M. Dubois ne furent pas une transition en douceur, mais un bouleversement sismique, une refonte complète du paysage de la vie d'Elara. Le voyage du tablier amidonné de l'écrin au mur de verre frais de son bureau en bord de Seine fut plus court en kilomètres que son ancien trajet quotidien, mais il couvrait un univers d'identité. La première semaine fut un purgatoire d'incrédulité. Elara existait dans un état liminal, travaillant toujours ses services au restaurant, tandis que l'offre impossible de Damien Alfaïd résonnait dans son esprit. Elle arrangeait des micro-pousses sur une assiette, l'odeur d'huile de truffe dans l'air, et se souvenait soudain des mots « la Fondation Alistair Vance ». Cela ressemblait à un rêve qu'elle avait fait, une hallucination provoquée par l'épuisement et le stress. Comment une vie de servitude et de survie pouvait-elle pivoter si violemment sur l'axe d'une seule insulte murmurée? Son ami Léo était profondément inquiet. Autour d'un café tiède dans la salle de pause du personnel, il écouta son histoire, les yeux écarquillés. « Elara, c'est de la folie », avait-il dit, sa voix un murmure inquiet. Un homme comme ça. Les hommes comme ça ne donnent pas les choses gratuitement. Il y a toujours des conditions. C'est un paiement de culpabilité, un énorme. Es-tu sûr de vouloir être attaché à sa conscience? Ces paroles étaient une dose de réalité froide et nécessaire. N'était-elle qu'un projet pour lui? Un moyen d'apaiser une vie de honte en la transformant en un monument vivant et respirant à son expiation? La pensée était profondément troublante. Elle imaginait une vie dans une cage dorée, à jamais redevable à l'homme qui l'avait traité de paysanne, un rappel constant du déséquilibre de pouvoir qui existerait toujours entre eux. Le tournant se produisit un mardi froid et brumeux, son jour de congé. Elle prit le métro pour une zone industrielle isolée et sans âme à la périphérie de la ville, où une petite partie de son ancienne vie reposait dans une boîte en métal, le garde-meuble. Elle n'y était pas allée depuis plus d'1 an. La porte métallique enroulable grinça en signe de protestation alors qu'elle la soulevait avec effort, révélant une collection de cartons bien tassés et de meubles fantomatiques drapés de drap. L'air à l'intérieur était froid et immobile, épais de l'odeur de poussière, de papier en décomposition et de souvenirs. C'était le tombeau de son passé. Elle l'avait enfermé, incapable de supporter de regarder les reliques d'une vie qui n'était plus la sienne. Mais maintenant, elle avait besoin de les voir. Elle avait besoin de parler avec son père. Elle trouva la boîte qu'elle cherchait, marquée « Bureau à Vance ». Ses mains tremblaient en coupant le ruban adhésif. À l'intérieur, niché dans du papier bulle, se trouvaient les morceaux tangibles de son âme. Sa sacoche en cuir usé, une pipe qui sentait encore faiblement le tabac doux, ses lunettes de lecture à monture épaisse, et sous eux, ses journaux, des dizaines d'entre eux remplis de son écriture élégante et inclinée. Elle s'assit sur le sol en béton froid, la seule lumière provenant de l'ampoule nue au-dessus, et en ouvrit un au hasard. Il datait de leur dernière année à Damas. Il n'y écrivait pas de politique ou de tension croissante, mais de la beauté d'un manuscrit du XIVe siècle qu'il traduisait, du goût des abricots d'un vendeur particulier dans le souk,
de sa fierté de la fluidité d'Elara dans le dialecte local. Et puis elle trouva l'entrée. 12 octobre. Rencontrer à nouveau le jeune Haddad aujourd'hui. TH. Son esprit est un feu. Il a dévoré le manuel de calcul que je lui ai donné en une semaine. Il voit le monde en système, en logique et en code que je ne comprendrai jamais. Il est désespéré d'échapper à sa situation, et je crains que ce désespoir ne se transforme en quelque chose de dur et d'impitoyable s'il n'est pas orienté vers une issue positive. Il voit les riches autour de lui, les fils de fonctionnaires et d'hommes d'affaires, et ses yeux sont remplis d'un puissant mélange d'envie et de mépris. Je lui ai dit aujourd'hui que construire quelque chose est une marque plus vraie d'un homme que de posséder quelque chose. Je prie pour qu'il comprenne la différence. J'ai envoyé la lettre de recommandation à Cambridge. J'ai l'impression de venir de lancer un navire dans un vaste océan inconnu. Que Dieu lui accorde un vent favorable. Des larmes coulaient sur les joues d'Elara, tombant sur la page. Construire quelque chose est une marque plus vraie d'un homme que de posséder quelque chose. Son père avait vu l'obscurité chez le garçon, le potentiel de son ambition à devenir une force destructrice. Et Damien Al-Faïd, dans sa confession, avait admis être devenu cet homme même. Mais cette fondation, ce n'était pas une question de possession. C'était une question de construction. C'était la chose même pour laquelle son père avait prié. À ce moment, la décision se cristallisa, claire et dure comme un diamant. Il ne s'agissait pas de la culpabilité de Damien. Il ne s'agissait pas de son argent ou de son pouvoir, ou de l'ironie cosmique de leur situation. Il s'agissait du navire que son père avait lancé. Il s'était perdu dans une tempête d'ambition et d'arrogance. Et maintenant, elle avait la chance de le ramener à son cap prévu. Entourée des fantômes de l'œuvre de sa vie, elle sortit son téléphone. Ses doigts étaient engourdis par le froid alors qu'elle composait le numéro que Damien lui avait donné. Il répondit à la première sonnerie. Al-Faïd. C'est Vance, dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne s'y attendait. Je le fais. J'accepte le poste. Mais j'ai des conditions. Il y eut une pause, et elle put entendre sa brusque inspiration. Énoncez-les, dit-il. Très professionnel. Premièrement, dit-elle en regardant le journal de son père, la fondation doit être entièrement indépendante. Votre nom ne figurera pas sur le papier à en-tête. Ce n'est pas le projet de vanité de Damien Al-Faïd. C'est la fondation Alistair Vance. Deuxièmement, j'ai le contrôle opérationnel et directionnel total. Vous êtes le bienfaiteur, pas le président. Et troisièmement, je veux que nous nous rencontrions une fois par semaine pour examiner les progrès, en personne. Elle avait besoin de le voir, de s'assurer qu'il comprenait la gravité de ce qu'il construisait, de le tenir responsable, non pas en tant que milliardaire, mais en tant que Tarek Haddad, le garçon en qui son père avait cru. D'accord, dit-il sans hésitation. Pour tout. Quand pouvez-vous commencer? Son dernier jour à l'écrin fut surréaliste. Elle donna sa démission à un monsieur Dubois stupéfait, qui la regarda soudain avec un mélange de terreur et de respect fin, comme si elle pouvait acheter le restaurant et le renvoyer sur un coup de tête. Elle dit au revoir à Léo, qui la serra fort dans ses bras et lui fit promettre de ne jamais oublier les petites gens. En raccrochant son tablier pour la dernière fois, elle ressentit un profond sentiment de libération. Elle ne se cachait plus. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités, une masterclass sur la vélocité de l'immense richesse. Damien tint parole. Il resta en arrière-plan, un moteur puissant et invisible. Des avocats rédigèrent des statuts, des comptables établirent des fonds de dotation, et un agent immobilier commercial de premier ordre trouva un superbe espace de bureau minimaliste dans une tour de verre près du pont de l'Alma. Leur première réunion d'affaires eut lieu dans l'espace vide et résonnant, l'air sentant la peinture fraîche et le nettoyant industriel. Damien était là avec une équipe de 3 avocats au visage de pierre. Il portait un simple pull sombre, sans cravate, l'armure du milliardaire dépouillé. Il la guida à travers le cadre juridique et l'architecture financière, expliquant chaque détail avec une clarté patiente et lucide qui lui rappelait un professeur. Elle trouva rapidement sa voie. La déclaration de mission ici, dit-elle en montrant une clause des statuts. C'est trop corporatif. Ça parle de mobiliser le capital humain. Le travail de mon père consistait à préserver la culture et à nourrir les âmes. Nous devons changer le langage. L'avocat principal commença à objecter, mais Damien leva la main, le faisant taire. Il regarda Elara, une lueur de respect sincère dans les yeux. C'était la première fois qu'elle le défiait professionnellement, et elle s'était attendue à de la résistance. Au lieu de cela, il hocha simplement la tête. Vous avez raison. Réécrivez-la comme vous l'entendez. Envoyez la nouvelle formulation à mon bureau. Ce fut le moment où leur dynamique fut vraiment forgée. Il avait cédé le contrôle. Il lui faisait confiance. Il honorait sa promesse. Maintenant,
3 mois plus tard, la fondation était une entité vivante. Et Lara avait engagé un petit personnel passionné. Le professeur Albright, l'un des plus vieux amis de son père à la Sorbonne, avait accepté en larmes de présider le conseil consultatif académique. Les bourses Alistair Vance avaient été annoncées, et les candidatures affluaient déjà d'étudiants brillants et pleins d'espoir du Liban, de Jordanie et des communautés de réfugiés à travers l'Europe. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel. La pluie parisienne tapotait un rythme doux contre les baies vitrées de son bureau d'angle. Elle se tenait debout, regardant la ville grise, les bus rouges traversant le pont, une peinture de Monet faite de vie hâtive et estompée. Dans son reflet, elle ne voyait pas une serveuse, mais une femme qu'elle commençait à peine à connaître. Une femme portant un tailleur bleu marine bien coupé, ses cheveux attachés en un chignon élégant et professionnel. Le bureau bourdonnait de l'énergie nerveuse d'un théâtre le soir de la première. Son assistante, une jeune femme brillante et farouchement idéaliste nommée Chloé, répondait aux appels des journalistes. La conférence de presse était dans 1 heure. Un léger coup à sa porte la tira de sa rêverie. Entrez. Damien entra, l'air presque hésitant. Il tenait un petit paquet emballé dans du papier de soie. La vue de lui provoquait encore un léger tremblement vestigial en elle, le souvenir du restaurant encodé dans ses nerfs. « Je vous ai entendu au téléphone avec le professeur Albright, » dit-il, la voix calme. « On aurait dit que vous faites ça depuis 20 ans. J'ai l'impression d'être sur le point de marcher sur une corde raide au-dessus d'un canyon. » Avoua-t-elle, l'honnêteté la surprenant. « Bien, » répondit-il. « Cela signifie que vous vous en souciez. » Il fit une pause, puis tendit le paquet. « C'est pour vous. Un cadeau d'inauguration, je suppose. » Ses doigts semblaient maladroits alors qu'elle déballait le papier délicat. À l'intérieur se trouvait un livre ancien, sa couverture en cuir vert foncé usée et lisse par le temps et le toucher, le titre embossé en lettres d'or délavées. De la philosophie première, un recueil d'essais d'Al-Kindi. Elle eut un léger hoquet. C'était le livre. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit. Sur la page de garde, dans l'écriture familière et aimée de son père, se trouvait l'inscription qu'elle connaissait maintenant par cœur. Pour Tarek. Puisses-tu toujours chercher la lumière. Ton ami, Alistair Vance. L'encre était passée, mais les mots étaient un pont à travers le temps, une ligne directe vers le cœur de son père. Elle leva les yeux vers Damien, ses propres yeux brillants de larmes non versées. « Où, comment avez-vous » ? Je l'ai gardé avec moi toutes ces années, dit-il, la voix chargée d'une émotion qu'il n'essayait plus de cacher. À travers chaque chambre d'étudiant, chaque appartement miteux, chaque bureau dans une tour de verre. C'était le seul morceau de mon passé que je n'ai jamais jeté. Parfois, je lisais l'inscription de votre père et je me sentais comme le plus grand imposteur du monde. D'autres fois, c'était la seule chose qui semblait réelle. Il prit une inspiration tremblante. Son voyage a commencé avec lui. Sa place est ici maintenant, au cœur de ce que vous construisez. Je pense qu'il aurait voulu cela. Et Lara posa doucement le livre sur son bureau, à côté de la photographie encadrée de ses parents dans leur jardin de Damas. Les 2 artefacts, le livre et la photo, semblaient se parler, fermant un cercle qui avait été brisé pendant des années. Elle regarda cet homme compliqué, brisé, brillant, et le vit enfin non pas comme le milliardaire, le tyran ou le garçon des bidonvilles, mais comme un compagnon de voyage dans le paysage du deuil et de l'héritage. « Merci, Tarek, » dit-elle. L'utilisation de son nom de naissance était une absolution. C'était une reconnaissance du garçon que son père avait vu, la personne cachée sous l'armure de Damien Al-Faïd. Il ferma les yeux une brève seconde, une lueur de douleur et de gratitude traversant son visage. « Le professeur Vance serait si fier de vous, et Lara, » dit-il, la voix rauque. Il fit un léger signe de tête formelle, un geste d'une profonde compréhension tacite. Puis, aussi silencieusement qu'il était arrivé, il se tourna et sortit, la laissant seule avec les fantômes et l'avenir. Et Lara resta debout un long moment, sa main posée sur le cuir frais du livre. Elle pouvait le sentir, un courant de détermination la traversait. Le poids du nom de son père n'était plus un fardeau de deuil, mais un manteau de responsabilité, qu'elle était enfin prête à porter. Chloé frappa et passa la tête dans l'embrasure de la porte. « Mademoiselle Vance, ils sont prêts pour vous. La presse est là. » Et Lara jeta un dernier regard par la fenêtre. La pluie avait cessé. Une parcelle de soleil perçait à travers les nuages, scintillant sur les toits mouillés. Un nouveau commencement. Elle ajusta les revers de son tailleur, prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte. Non pas pour prendre une commande, mais pour changer le monde. Ce moment unique au restaurant, une étincelle hideuse de cruauté, avait fini par allumer un magnifique feu de rédemption et d'héritage. Et Lara Vance n'avait pas seulement obtenu un nouveau travail.
Elle avait reconquis son identité et offert à l'œuvre de la vie de son père un avenir dont il n'aurait pu que rêver. Damien Al-Faïd avait entamé un voyage pour payer une dette qui ne pourrait jamais être vraiment réglée, apprenant que sa plus grande fortune ne se trouvait pas dans son compte en banque, mais dans sa capacité à changer. Leur histoire est un puissant rappel que nous ne connaissons jamais vraiment l'histoire des gens que nous rencontrons. Une serveuse, un concierge, un barista. Ce sont tous des histoires vivantes, remplies de chapitres que nous ne pouvons pas voir. Un moment de gentillesse peut construire un pont, tandis qu'un moment de cruauté peut exposer une blessure qui nous relie des manières les plus inattendues. Le lancement de la Fondation Alistair Vance ne fut pas un événement discret. Damien, fidèle à sa parole de rester en arrière-plan, avait néanmoins utilisé son influence pour s'assurer que les bonnes personnes soient présentes. La salle de conférence de l'immeuble de bureau était remplie de journalistes de publications prestigieuses, d'universitaires respectés des domaines de l'histoire et des études moyen-orientales, et même de quelques diplomates discrets. L'air crépitait d'une curiosité polie. La rumeur parlait d'une nouvelle initiative philanthropique majeure, mais personne ne connaissait les détails, ni le lien surprenant entre une serveuse inconnue et le titan énigmatique, Damien Al-Faïd. Et Lara se tenait sur le côté de la petite estrade, son cœur battant un rythme effréné contre ses côtes. Chloé lui adressa un sourire encourageant. Le professeur Albright lui fit un clin d'œil, ses yeux pétillants d'une fierté presque paternelle. Damien n'était nulle part en vue, comme promis. C'était sa scène, son moment. Elle prit une profonde inspiration et monta sur l'estrade. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Elle s'approcha du pupitre, posant ses mains de chaque côté pour se stabiliser. Le livre d'Al-Kindi était dans sa mallette, un talisman silencieux. Elle regarda la foule, les visages attentifs, et commença à parler. Sa voix, au début un peu tremblante, gagna rapidement en assurance. Elle ne lut pas le discours que Chloé avait préparé. Au lieu de cela, elle parla avec son cœur. Elle parla de son père, non pas comme une figure académique, mais comme un homme qui croyait que les livres contenaient l'âme de l'humanité et que l'éducation était le seul chemin vers la compréhension. Elle raconta des anecdotes sur leur vie à Damas, sur son amour pour la poésie, la musique et les conversations animées dans les cafés. Elle peignit le portrait d'un homme qui construisait des ponts entre les cultures, non pas avec du mortier et de l'acier, mais avec le respect mutuel et une curiosité partagée. Mon père croyait que chaque manuscrit ancien était une conversation à travers les siècles, dit-elle, sa voix résonnant d'émotion. Il croyait que chaque jeune esprit talentueux, quelle que soit sa situation, était une promesse pour l'avenir. La Fondation Alistair Vance n'est pas un mémorial à un homme qui est parti. C'est une continuation de son travail. C'est un engagement à poursuivre ses conversations, à tenir ses promesses. Elle exposa ensuite la double mission de la Fondation, les bourses pour les étudiants et la préservation des textes culturels. Elle parla avec une telle passion et une telle clarté que la salle devint complètement silencieuse, captivée. Elle n'était pas une directrice d'entreprise récitant des points de discussion. Elle était une fille honorant son père de la manière la plus significative possible. À la fin, il y eut un moment de silence, puis la salle éclata en applaudissements. C'était sincère, chaleureux, une reconnaissance non seulement de l'ampleur de la dotation, mais de l'authenticité de la vision. Pendant la séance de questions-réponses, un journaliste d'un grand quotidien demanda l'inévitable. « Mademoiselle Vance, votre parcours est pour le moins inhabituel. Pouvez-vous nous dire comment vous, une ancienne serveuse, en êtes venue à diriger une fondation aussi prestigieuse ?» Et Lara avait anticipé cette question. Elle sourit, un sourire calme et assuré. « J'ai passé les 5 dernières années à servir les gens. J'ai appris à écouter, à anticiper les besoins, à gérer des situations difficiles avec grâce. Je ne vois pas cela comme une disqualification, mais comme une formation inestimable. De plus, ajouta-t-elle, son regard balayant la salle, le travail de mon père m'a appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son titre, mais à sa capacité de compréhension et de compassion. C'est cette philosophie qui est au cœur de cette fondation. » La réponse fut parfaite, désarmant toute trace de snobisme dans la question et renforçant le message central de la fondation. Après la conférence, alors que les gens se pressaient autour d'elle, lui serrant la main, lui offrant leur soutien, elle se sentit pour la première fois non pas comme la fille d'Alistair Vance, mais comme son héritière. Elle n'était plus dans son ombre, elle portait sa lumière en avant. Les mois qui suivirent le lancement furent un baptême du feu. Et Lara se plongea dans le travail avec une énergie qu'elle ne se connaissait pas. Les journées étaient longues, remplies de réunions, de planification stratégique, de lecture de centaines de candidatures de boursiers et de consultations avec des experts en préservation de manuscrits. Son bureau, autrefois vide et intimidant, devint un centre d'activité trépidant. Les murs étaient couverts de cartes du Levant, de calendriers de projets et de photographies de sites du patrimoine culturel.
Elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour la gestion, un sens aigu du détail hérité de son père l'universitaire, et une capacité à inspirer son petite équipe qui venait de ses années passées à naviguer dans la dynamique humaine complexe d'un restaurant haut de gamme. Chaque vendredi après-midi, à 16 heures précises, Damien Alfaïd arrivait pour leur réunion hebdomadaire. Ces réunions devinrent le point d'ancrage de sa nouvelle vie. Il n'entrait jamais comme le propriétaire des lieux. Il frappait toujours, attendait d'être invité, et s'asseyait dans le fauteuil visiteur en face de son bureau, inversant délibérément la dynamique de pouvoir de leur première rencontre dans le bureau de M. Dubois. Il parlait des progrès de la fondation. Et Lara présentait les rapports, les budgets et les profils des candidats présélectionnés. Damien écoutait attentivement, posant des questions pertinentes, offrant des conseils uniquement lorsqu'on les lui demandait. Il était un mentor silencieux, sa vaste expérience des affaires se révélant étonnamment utile pour naviguer dans les complexités de la création d'une organisation à partir de zéro. Mais leur conversation allait souvent au-delà des affaires. Ils parlaient de Damas. Et Lara partageait des souvenirs de son enfance, et pour la première fois, Damien parlait de la sienne, non pas avec la honte de sa confession initiale, mais avec une sorte de distance réfléchie. Il décrivit l'odeur du pain plat cuit dans la rue, le bruit des artisans dans le vieux souk, la chaleur écrasante de l'été. En partageant ses souvenirs, ils construisirent un pont fragile sur le gouffre de leurs expériences. Ils étaient deux exilés d'une ville perdue, chacun la pleurant à sa manière. Au cours d'une de ces réunions, Lara aborda un sujet difficile. « Il y a un problème », dit-elle en lui tendant un dossier. La qualification de mon père comme « personne d'intérêt hostile » par le régime syrien après sa mort. C'est essentiellement une accusation d'espionnage. Elle n'a jamais été officiellement retirée. Cela nous cause des problèmes. Certaines archives au Liban et en Jordanie hésitent à collaborer avec nous, craignant des répercussions politiques. Cela ternit le nom même que nous essayons d'honorer. Damien lut les documents, son visage se durcissant. L'injustice le mettait en colère d'une manière qu'Lara n'avait pas encore vue chez lui. Ce n'était pas l'irritation d'un milliardaire contrarié. C'était une colère plus profonde, plus personnelle. C'était un mensonge pour voler les biens de votre famille et en faire un bouc émissaire, dit-il d'une voix basse et féroce. C'était un meurtre de caractère après un meurtre physique. Je veux le blanchir, dit Lara, sa voix ferme. Je veux que son nom soit officiellement blanchi. Je ne sais pas comment, mais nous devons essayer. Ce ne sera pas facile, dit Damien. Cela nécessite une pression diplomatique et juridique que les gouvernements sont souvent réticents à exercer. Il la regarda, ses yeux intenses. Mais vous avez raison. Nous devons le faire. Ce n'est pas seulement une question de relations publiques pour la Fondation. C'est une question de justice. Ce fut le début d'un nouveau chapitre de leur partenariat. Damien plongea dans le défi avec la même ténacité impitoyable qui avait construit son empire. Mais cette fois, son objectif n'était pas le profit, mais la vérité. Il activa son réseau, non pas ses banquiers et ses PDG, mais ses contacts dans les cercles juridiques et diplomatiques internationaux. Il engagea une équipe d'avocats spécialisés dans les droits de l'homme, basée à La Haye, réputée pour s'attaquer à des cas apparemment impossibles contre des régimes oppressifs. Il dit à Lara, « Le financement de cette bataille juridique viendra de ma poche personnelle, pas du budget de la Fondation. C'est ma lutte, Tarek luttant pour l'homme qui l'a sauvé. » Lara devint le cœur de l'affaire, passant des heures en conférences téléphoniques avec les avocats, fournissant des documents, des lettres et des journaux de son père qui témoignaient de son caractère et de son travail apolitique. Elle revécut le traumatisme de sa mort, mais cette fois, elle n'était pas une victime impuissante. Elle était une combattante, armée des ressources de l'un des hommes les plus puissants du monde et animée par l'amour pour son père. La lutte juridique devint une mission partagée qui approfondit leurs liens. Ils n'étaient plus seulement le bienfaiteur et la directrice. Ils étaient des alliés, unis contre une injustice passée. Parfois, tard dans la soirée, après un appel difficile avec les avocats, Damien restait dans son bureau. Il ne parlait pas de l'affaire, mais simplement s'asseyait en silence, regardant les lumières des bateaux-mouches glisser sur la Seine en contrebas, deux âmes solitaires trouvant un réconfort inattendu dans la compagnie de l'autre. Le lien entre eux n'était pas romantique, il était plus profond, plus complexe. C'était un lien forgé dans la honte, le deuil et un but commun, un lien que personne d'autre au monde ne pourrait jamais comprendre. Ils étaient en train de corriger le passé, ensemble. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les candidatures finales pour la première promotion des boursiers Vance, Lara s'arrêta sur un dossier. Il concernait une jeune femme syrienne dans un camp de réfugiés en Turquie. Ses notes étaient extraordinaires, ses essais sur l'ingénierie logicielle étaient brillants, et sa lettre de motivation parlait d'un rêve de construire une technologie qui pourrait aider à reconnecter les familles de réfugiés dispersés. Son histoire rappelait étrangement celle de Tarek Haddad. « Regardez celle-ci »,
dit doucement Elara en faisant glisser le dossier sur le bureau. Damien le lut. Un long silence s'installa dans la pièce. Il leva les yeux, et pour la première fois, Elara vit non seulement du regret dans son regard, mais aussi de l'émerveillement. « Le navire que votre père a lancé, » murmura-t-il. « Il en lance d'autres. »« Oui, » dit Elara, un sourire se dessinant sur son visage. « Oui, c'est le cas. » À ce moment-là, le bruit et la fureur du monde, les batailles juridiques et les conférences de presse, s'estompèrent. Tout ce qui restait était le simple et puissant héritage d'un homme bon, se répercutant à travers le temps, porté par les deux personnes les plus improbables. Le jour où la première boursière Alistair Vance, une jeune femme nommée Léla, arriva à Paris fut un jour de soleil éclatant et inhabituel pour un début d'automne. Elara alla l'accueillir personnellement à l'aéroport Charles de Gaulle. En attendant près de la sortie des arrivées, un bouquet de fleurs à la main, elle se sentit incroyablement nerveuse, plus nerveuse qu'elle ne l'avait été avant la conférence de presse. Ce moment semblait plus réel, plus important. Ce n'était plus une idée abstraite ou une mission sur papier. C'était une vie humaine, un avenir sur le point de changer. Quand Léla sortit, une jeune femme aux yeux brillants et fatiguée, serrant un seul sac à dos usé, Elara vit le reflet d'elle-même il y a 5 ans, débarquant dans cette même ville, effrayée et seule. Mais elle vit aussi autre chose dans le regard de Léla. Une lueur d'espoir féroce, le même feu que son père avait dû voir dans les yeux de Tarek Haddad. « Léla » demanda Elara, s'avançant. « Je suis Elara Vance. » Le visage de la jeune femme s'illumina d'un sourire radieux et soulagé. « Mademoiselle Vance, je n'arrive pas à croire que vous êtes là. »« Bienvenue à Paris, » dit Elara, sa propre voix s'étranglant légèrement d'émotion. « Bienvenue au début de tout. » En conduisant Léla à travers la ville, en lui montrant les monuments qui semblaient la laisser bouche bée, Elara ressentit un profond sentiment de bouclage de la boucle. Elle avait passé des années à se sentir comme une étrangère dans cette ville, mais maintenant, en la montrant à travers les yeux d'une nouvelle arrivante, elle la voyait différemment. Ce n'était plus un lieu d'exil, c'était un lieu de possibilité. Elle installa Léla dans le logement étudiant que la Fondation avait arrangé, un petit studio lumineux dans le quartier latin, et s'assura qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Avant de partir, Léla la prit par la main. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle, ses yeux remplis de larmes. « Vous et le professeur Vance, vous avez donné une chance à une fille que le monde avait oubliée. Je promets que je ne la gaspillerai pas. Je promets de le rendre fier. » Les mots, si semblables à ceux que Damien avait dit avoir prononcés tant d'années auparavant, frappèrent Elara avec une force immense. C'était cela. C'était l'héritage. Ce n'était pas dans les bâtiments ou les comptes en banque. C'était dans ce moment, dans cette promesse transmise d'une génération à l'autre. Plus tard dans la semaine, une autre victoire arriva. Un courriel arriva de l'équipe juridique de La Haye. C'était un message laconique, mais son contenu fit s'arrêter le cœur d'Elara. Après des mois de manœuvres juridiques en coulisses et de pression diplomatique, facilitées par des preuves irréfutables compilées par l'équipe, le gouvernement français, en collaboration avec une commission des droits de l'homme de l'ONU, avait officiellement publié une déclaration. Elle exonérait le professeur Alistair Vance de toutes les accusations posthumes portées contre lui, qualifiant les allégations des « infondées et politiquement motivées ». Son nom était blanchi. Elara lut le courriel 3 fois, les larmes brouillant les mots. Elle l'imprima et le tint dans ses mains, comme si le papier physique le rendait plus réel. Toute la douleur et l'injustice qu'elle avait portée pendant 5 ans, le poids de la honte attachée au nom de son père, commencèrent à se dissiper, comme un brouillard matinal sous le soleil. Son premier appel fut pour Damien. Il décrocha immédiatement. « Nous avons gagné », dit-elle simplement, sa voix se brisant. « Tarek, nous avons gagné. » Elle pouvait entendre sa respiration forte et saccadée à l'autre bout du fil. Il ne dit rien pendant un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était rauque d'une émotion qu'il ne prit pas la peine de cacher. « Non, Elara, » dit-il doucement. « Il a gagné. Sa vérité a gagné. » Cette nuit-là, ils ne se sont pas rencontrés au bureau. Elara l'invita dans son petit appartement, un endroit qu'il n'avait jamais vu. Elle prépara du café, à la cardamome, comme son père l'aimait. Ils s'assirent près de la fenêtre, regardant les toits de Paris, non pas comme des partenaires commerciaux, mais comme deux personnes qui avaient partagé un voyage extraordinaire. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Les mots n'étaient pas nécessaires. Le silence était rempli d'une paix et d'une finalité qu'aucun d'eux n'avait cru possible. Le cycle de la douleur avait été rompu. La dette de la culpabilité avait été transformée en un don de justice. Avant de partir, Damien regarda la photographie de ses parents sur sa cheminée, la même que dans le médaillon, maintenant dans un cadre en argent. Il aurait été fier, dit-il. C'étaient les mêmes mots qu'il avait prononcés le jour du lancement de la Fondation, mais cette fois, ils avaient un poids différent.
Ils n'étaient plus une aspiration, ils étaient une vérité accomplie. Il l'aurait été de nous deux, répondit Elara. C'était sa propre absolution, sa reconnaissance qu'il était, enfin, devenu l'homme que son père avait cru qu'il pouvait être. Après son départ, Elara resta debout près de la fenêtre pendant un long moment. Elle tenait son médaillon, le métal frais contre sa peau. Elle l'ouvrit et regarda les visages souriants de ses parents. La douleur de leur absence était toujours là, une cicatrice douce qui ne disparaîtrait jamais complètement. Mais elle n'était plus une blessure à vif. Elle était entrelacée avec un sentiment de but, de paix et de profonde gratitude. Le navire que son père avait lancé dans le monde, le jeune Tarek Haddad, avait traversé des océans de ténèbres. Mais avec son aide, il avait trouvé son chemin vers un port sûr, non pas en retournant d'où il venait, mais en construisant un phare pour que d'autres puissent suivre. Et elle, Elara Vance, n'était plus à la dérive. Elle était la gardienne du phare. Elle regarda la ville scintillante, son nouveau foyer, et sourit. Le lendemain matin serait un nouveau jour, rempli de travail, de défis et de promesses. Elle avait une fondation à diriger, des boursiers à encadrer et un héritage à construire. Elle était prête. La conversation à travers les siècles continuerait.